Salut à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes, vous le savez, sur le toit de l'Arche de la Défense, dans un espace qui est un espace photo avec une magnifique exposition d'Eugene Richards, qui est un grand photographe américain. Je vous dis ça parce que vous découvrirez les photos qui sont derrière nous, consacrées justement à la vie underground aux États-Unis, en tout cas à la vie de ceux qui souffrent du capitalisme. Et c'est une exposition qu'il faut vraiment voir. C'est une émission où nous allons parler d'Orelsan, nous allons parler aussi d'Edgar Degas, et nous allons parler donc du Québec. Grâce à vous, donc, Lynn Beauchamp, vous êtes déléguée générale du Québec en France. Et une grande exposition donc s'est ouverte à la Villette. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on peut voir à la Villette? D'abord, bienvenue. Merci. Oui, au Parc de la Villette, c'est une grande vitrine québécoise baptisée tout simplement le Québec à la Villette. Et en fait, la caractéristique, c'est deux choses. Premièrement, c'est la multitude de disciplines artistiques proposées. On peut y découvrir du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique classique, des animations pour enfants, des expositions. Du hockey, je crois aussi. Oui, vous avez raison. À partir de ce week-end, c'est le week-end Québec. Et ce week-end-là, il est vraiment ouvert avec des activités gratuites destinées à la famille, aux enfants. Et notamment, vous avez raison, une patinoire où on peut aller s'initier au hockey sur glace ou bien sûr au patin à glace. Alors, Lynn, est-ce que c'est une exposition qui varie de semaine en semaine? Ou est-ce qu'il y a une base fixe? Maintenant, en fait, il y a 5 semaines de programmation. Donc, en salle, les propositions artistiques varient. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on peut y aller à tous les jours parce qu'il y aura toujours quelque chose quand même à découvrir parce que tout le site est aux couleurs du Québec. Vous allez y voir le parvis illuminé en bleu, mais sur le site aussi, on peut y trouver des expositions photos. Il y a une grande haie d'oriflammes aux couleurs des saisons du Québec. Il y a une exposition extérieure consacrée au BDiste Michel Rabagliati. Je vous dirais, ça vaut la peine d'y aller parce qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir aux couleurs du Québec sur le site même du Parc de la Villette. Alors, vous venez de citer un nom, il faut peut-être en citer d'autres parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, les gens parlent du Cirque du Soleil, parlent de Céline Dion, parlent de Michel Tremblay. Pour la littérature, est-ce qu'il y a des gens qu'il faut découvrir, qu'on connaît, qui sont justement ou qui seront sur place à un moment ou à un autre? À partir de maintenant, je vous propose de découvrir notamment 2 cirques québécois. Vous connaissez vraiment l'inventivité des cirques québécois et aussi leur simplicité. Mais il y a donc ce grand cirque québécois, les 7 doigts de la main, avec un spectacle qui s'est présenté pour la première fois en France qui s'appelle Bush Dreams. Et aussi, un peu plus tard, plus près de Noël, vous pourrez découvrir le nouveau cirque québécois Flip Fabrique. Également, nous avons des propositions, comme je vous disais, au niveau d'animation pour les enfants. Ce week-end, durant ce week-end-ci, par exemple, les enfants sont appelés à fabriquer des lanternes lumineuses à l'image des animaux du Québec. Et il y aura cette grande promenade de nuit illuminée aux lanternes du Québec. Je vous dirais, à la fois, il y a des spectacles en salle, comme les cirques dont je vous parle, mais également, il y a toute une proposition d'animation à chaque jour sur le site même. Justement, à propos d'animation, il y a quelque chose qui caractérise le Québec d'aujourd'hui, c'est l'incroyable vitalité dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'animation. Est-ce que tout ça est aussi présent sur place? En fait, on a eu la collaboration vraiment totale de toute l'équipe, à la fois de la Philharmonie de Paris, mais aussi du Parc de la Villette. Et vous allez voir que le parc est aux couleurs du Québec. Il y a ce type de présence, vraiment, une scénographie, je dirais, aux couleurs du Québec. Il y a aussi un Fab Lab, donc il y a aussi une des micro-folies sur le site du Parc de la Villette, où des jeunes peuvent aller en collaboration avec des jeunes au Québec, fabriquer des nouveaux objets ou échanger entre eux au niveau de cette innovation numérique dont vous venez de parler. C'est pour ça que je disais, il y a 2 choses. La variété des propositions durant ces 5 semaines du Québec à la Villette, mais aussi c'est la perspective de pouvoir découvrir le parc en lui-même, ce parc qui maintenant sera aux couleurs du Québec. Lynn, comment voyez-vous la relation entre le Québec et la France? Premièrement, on a une histoire en commun, on a une responsabilité commune qui est cette protection et cette promotion de la langue française. Puis on a surtout tout un avenir et des ambitions en commun. Et pour les artistes et les compagnies artistiques qui sont en vedette au Parc de la Villette, ce sont des résultats probants, extrêmement intéressants. En fait, je peux déjà vous dire que c'est un grand succès. La vente des billets
est phénoménal, va vraiment très bien. Et donc, non seulement ce sont des échanges culturels, non seulement c'est un peuple à la rencontre d'un autre peuple, mais c'est aussi des échanges économiques qui font aussi partie de cette relation toute particulière que nous avons, la France et le Québec. Pour les compagnies et les artistes québécois, ce sont des résultats économiques également extrêmement importants. Grâce à leur talent, nous sommes en mesure de faire des propositions artistiques vraiment extraordinaires à la clientèle française. Il y a beaucoup de Français qui partent au Québec actuellement, hein, des jeunes qui sont attirés par le Québec. Vous expliquez ça comment? Parce que le Québec va très bien et que le Québec est fantastique. Mais vous avez raison, juste dans nos universités, nous avons près de 15 000 jeunes Français et dans nos collèges, nous en avons près de 3 000. Mais je vous dirais que c'est une relation réciproque. Il y a aussi bon nombre de Québécois, d'entreprises québécoises implantées ici en France, bon nombre de chercheurs, d'universitaires québécois qui œuvrent ici. Puis bien sûr, nous revenons peut-être à ce qui est finalement l'essentiel, cette culture, donc cette proposition de nos artistes, de nos compagnies artistiques québécoises aussi, qui sont en très grand nombre ici en France, avec des propositions à découvrir. Pendant les 5 semaines de cette exposition, il y a toujours un mystère pour nous, c'est comment faites-vous pour traverser ce magnifique hiver qui est raconté par vos écrivains, qui est chanté par l'essentiel des chanteurs québécois, qu'il s'agisse de Vigneault, Félix Leclerc, Charles Bois et les plus jeunes, qui sont très très nombreux. C'est bizarre pour nous, cette idée qu'on vit pendant 6 mois, quasiment pratiquement sous terre. 2 choses. La première chose, c'est qu'on revient au pragmatisme québécois. Vous voulez la réponse? Oui. Eh bien, on est bien équipé. C'est le bon manteau d'hiver, la vraie botte d'hiver, les vrais gants, le vrai chapeau. Et lorsqu'on est bien équipé, eh bien, cet hiver-là, il est tout simplement magnifique parce que c'est un hiver blanc où on peut l'apprécier à sa juste valeur dans nos grands espaces. Mais l'autre chose, c'est que le Québec, c'est pas seulement l'hiver. Le Québec, c'est pas seulement un Québec blanc qu'on propose. C'est un Québec bleu avec ce grand fleuve Saint-Laurent et tous ces lacs que vous pouvez découvrir. C'est un Québec vert avec toutes ces forêts et cette magnifique nature que vous pouvez découvrir. C'est important de dire que le Québec, c'est 4 saisons, c'est de multiples couleurs. C'est pas seulement le Québec blanc, bien qu'on nous sommes très fiers de notre nordicité. Et la dernière question, Lynn, elle est importante. Vous êtes en fait aussi des Nord-Américains avec le Canada et le voisinage très, très puissant des États-Unis. Comment fait-on pour justement se sortir et ne pas se sentir écrasé par ces 2 entités colossales? Bon, on assume une responsabilité incontournable qui est de défendre une identité puis une culture québécoise basée sur une langue commune qui est le français. Ça appelle à une vigilance de tous les instants qui est d'exercer, je pense, par l'ensemble de mes compatriotes québécois, puis qui est aussi exercé par le gouvernement québécois. Et la clé, en fait, ce n'est pas un repli sur soi. La clé pour nous, c'est cette ouverture sur le monde et de faire cette proposition québécoise au monde entier, notamment par notre culture, par nos artistes, par nos compagnies artistiques. Ma chérie, vous avez bien fait de venir, car depuis que vous êtes là, il fait beau. Voici le sommaire et bonne journée à vous. Merci. TV5 Monde diffuse la 3e saison de la série franco-ivoirienne Brouteur.com, l'occasion pour nous de parler de cette série qui cartonne et de la production africaine dans ce domaine. Le nouvel album du rappeur français Orelsan s'intitule La fête est finie et elle semble loin d'être terminée pour lui au vu de l'accueil qu'il reçoit, y compris de la part de l'équipe de 300 millions de critiques. À l'occasion de la commémoration du centenaire de sa mort, le musée d'Orsay à Paris propose un hommage à Edgar Degas. C'est un de nos sujets du jour. Le Zap Culture nous fera sillonner la francophonie qui crée et notre fenêtre vue sur le web vous fera voyager sur la toile. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà ce magnifique sommaire. Que serions-nous sans vous qui venez à notre rencontre? Que serions-nous sans vous? Que les cœurs au bois dormant, c'est Aragon revu par Durand. C'est pas terrible. Je chante faux, mais voici nos camarades pour cette émission que vous aimez tant. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous. Tout le monde sait que vous travaillez à France Télévisions et vous travaillez avec nous pour donner le sentiment du web sur tous les sujets que nous allons aborder, puisque vous savez que 300 millions de critiques s'intéressent à toutes les actualités francophones. Alain Gerlache représente immuablement la RTBF. Nous sommes avec Estelle Martin, une sorte de réincarnation d'Anne Sinclair en blond. C'est dufteux, c'est magnifique. Les tatouages sont cachés à l'arrière. Tout ça marque une adolescence qui a été marquée par la révolte. Nous sommes avec Claudia Larochelle de Radio-Canada. Ma chère Claudia, bravo. Merci de nous rejoindre. Michel Serrouti, Radio-Télévision Suisse, immuable. Parfait. Et Mobé,
Il est là, ce cher Amobé, Bévégué, le TV5 Monde. Le premier sujet que nous allons traiter s'appelle Brouteur.com. C'est une série franco-ivoirienne dont TV5 Monde diffuse actuellement la 3e saison. La série raconte la collaboration entre différentes polices, les polices de Marseille et d'Abidjan, pour résoudre des affaires d'arnaque sur Internet. Après ce court extrait, dans lequel vous allez probablement reconnaître évidemment quelqu'un, nous parlerons en détail de cette série qui, figurez-vous, cartonne. Regardez. 4 fois plus efficace contre la plaque. Tu vas aller prendre ta douche, d'accord? Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui faire prendre sa douche et lui donner à manger? D'accord. Je suis épuisée. Fantôme, c'est le nom donné au cybercriminel qui a dérobé plus de 30 millions d'euros à l'État français. Ses principales cibles, les sociétés financières. Les seules informations qui nous ont été communiquées pour le moment, c'est que ce fantôme aurait par le passé collaboré avec un autre cybercriminel du nom de Géraud, un Ivoirien actuellement en prison à Abidjan qui représente un atout majeur pour les autorités, car il est le seul à avoir été en contact avec le malfaiteur. Agent Deschamps, vous n'avez pas mieux à nous dire que de nous faire l'éloge de ce criminel que les médias nous montrent déjà? Monsieur le directeur, on a une piste. Il s'appelle Géraud. C'est un cybercriminel ivoirien qui a été longuement en contact avec Fantôme. Nous n'arrivons pas à mettre la main sur Fantôme, et ce serait un autre cybercriminel vivant à plus de 6000 km qui serait notre prochaine piste. En fait, Géraud est en prison. Et c'est le seul à pouvoir nous faire un portrait robot de Fantôme et ainsi mettre un visage sur un nom. Et comment pensez-vous convaincre ce Géraud? Je lance de 500. Je suis de 500. Votre 500. J'ajoute 1000 francs. Brouteur.com, mon cher Amobé, Brouton, grâce à vous, de quoi s'agit-il? Oh, l'herbe est fraîche. Allons-y gaiement. Bien sûr. Du côté de la Côte d'Ivoire, en tout cas, les brouteurs, en fait, c'est une analogie. C'est pour dire que le mouton ainsi que la chèvre broutent là où ils sont attachés. En fait, c'est une analogie moutonnière. Ouais. C'est-à-dire que ces gars, ces femmes qui sont installés dans les cybercafés, tondent, on va dire, les moutons hors d'Afrique, dans l'Occident, en France, et c'est un peu ça, c'est un peu la métaphore. On peut dire aussi que ce fait de société, parce qu'on veut parler d'un vrai fait de société, est un peu rescapé. Tous les 10 ans, il y a une vague comme ça. On a eu les voleurs de sexe. Vous savez qu'à un moment, il suffisait d'arriver dans une capitale, et on disait « Ah, on a volé le sexe de quelqu'un juste en l'imaginant ». Donc ça fait toute une vague, une fureur. Il y a eu les Feman. Les Feman, c'était au Cameroun et au Nigeria, ce sont les gens qui fabriquent des fausses monnaies, etc. Et donc les brouteurs, c'est le dernier phénomène qui passe par Internet et les réseaux sociaux. Voilà, et c'est donc sur l'antenne de TV5 Monde. On vous a vu dans cet extrait, ma chère... Oui, j'ai eu la chance de faire un caméo. Oui. De parler de Fantôme, donc le fameux Fantôme qui recherchait ce brouteur extrêmement performant qui est recherché par la police. Et c'est vrai que la série fonctionne. Pourquoi? Parce c'est vrai qu'elle est réussie. Elle ressemble à une série qui cartonne aussi, qui pourrait cartonner aussi en France ou ailleurs, puisque vraiment il y a ce jeu, ce match entre les deux héros, c'est-à-dire la policière Cynthia et Géraud qui est l'escroc qui est incarcéré. Et on sent bien qu'il y a une tension entre les deux. Ça a fonctionné sur plein de séries et ça marche pour ça. Ça marche aussi parce que ça parle d'une réalité. Les brouteurs existent, ils font vraiment la une, notamment en Côte d'Ivoire. Et puis il y a tous ces plans à la Dallas, ce qu'on appelle les Dallas, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la Côte d'Ivoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment réussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans un studio, il y a vraiment une vie. Voilà, et on découvre cette ville. Et alors, ce qui est amusant, je ne sais pas si vous connaissez, Alain, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Pamela la brouteuse, ouais, qui exploite exactement le même système, qui a cartonné avec DJ Piment, qui est un Belge, et qui a eu un succès énorme avec Pamela la brouteuse. Il a enregistré son clip à Abidjan et il a gagné un prix à la cérémonie du coupé-décalé que vous maîtrisez parfaitement, vous savez. Absolument, le coupé-décalé, je le danse depuis l'enfance. Justement, on parlait de vous. Est-ce que ça existe des séries belgo-africaines
Alors, qui pas sont vraiment. diffusées sur les télévisions? Pas vraiment. Le problème des séries belges, on pourra en parler à l'occasion, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et que c'est très cher à produire. Mais on revient quand même à des séries qui sont fabriquées chez nous aussi. Et je dirais que c'est un peu la même clé du succès que l'on retrouve aussi dans Brouteur.com, c'est que c'est à la fois très international dans la facture, dans le jeu des acteurs, dans le rythme, dans le découpage, dans tout ce qui est formel, dans les thématiques peut-être aussi, et en même temps très ancré dans un environnement précis. Et c'est cette combinaison des deux, à mon avis, qui aujourd'hui peut faire le succès. On retrouve le langage des séries américaines et internationales, et en même temps dans un environnement tout à fait africain. Je crois que c'est pour ça que ça marche. Maintenant, on peut s'interroger quand même sur ce que ça dit de l'Afrique. Mais ça, c'est une autre question. Michel, est-ce que ça vous a plu? Le message que ça donne, ou la vision qu'on en a encore, c'est « Ah, mon Dieu, regardez tous ces horribles moutons noirs en Afrique qui tondent ces gentils moutons blancs en Europe ou dans les pays occidentaux. » Moi, j'avoue que ça... Oui, mais enfin, c'est une loupe. Oui, je sais bien, mais on pourrait aussi faire des séries sur, je sais pas moi, par exemple, les horribles moutons blancs occidentaux qui corrompent les moutons noirs africains, dans par série en exemple. France, Engrenage, enfin, il y a beaucoup de choses qui montrent je sais. La réalité sociale d'un pays, c'est la logique. Et en l'occurrence, oui, mais c'est pas la seule. Et en l'occurrence, on va dire que c'est la manipulation, on va dire, d'un message pseudo-politique. C'est comme ça que je le comprends à travers des séries. Et je fais pas simplement la critique sur cette série-là. En Suisse, par exemple, on a une série qui est coproduite avec le Nigeria, qui est financée en partie par ce qu'on appelle chez nous le secrétariat d'État aux migrations, et qui est tournée de telle manière à décourager des éventuels migrants nigérians à venir en Suisse. Donc il y a vraiment un message de base dans cette série, comme d'une certaine manière, il y a un petit message aussi dans Brouteur.com. En tout cas, moi, c'est comme ça, peut-être que j'ai trop de sensibilité, que je l'ai perçu. Donc j'ai été un peu... Voilà, j'avoue que j'ai regardé ça avec un œil un poil critique et pas forcément enthousiaste. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Claudia? Moi, il faut dire, au Canada, il semblerait qu'il y a toute une communauté d'Africains qui regardent et suivent cette série-là. On n'a pas de coprod, nous, avec le Canada et l'Afrique, là, pas à ma connaissance. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une espèce de regroupement d'Africains qui se sentent interpellés par cette série-là. Personnellement, ce que j'ai vu la saison 3, qui m'a assez plu quand même. J'ai trouvé qu'il y avait une belle description de cette réalité-là. C'était quelque chose de très crédible. Et les 2 premières saisons que j'ai regardées, parce que je me suis aventurée vers les 2 premières saisons, et là, j'ai été déçue. Mais je comprends qu'il y a eu une évolution, et ça, c'est assez marqué, une évolution dans le traitement du sujet, l'image aussi, la direction photo est complètement différente dans la saison 3. Évidemment, je pense qu'ils ont eu plus de moyens pour le faire, et le décalage est immense, si bien que je conseille aux gens qui veulent regarder Brouteur.com de commencer vraiment par la 3 là, pour être à jour. De toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vu les 2 premières saisons. Amobé, le sentiment sur cette évolution, justement? Ça montre aussi l'état explosif et exponentiel de la capacité de production et de productivité en zone d'Afrique francophone. Avant, il y avait 2-3 séries par an. Là, ça explose. Il y en a une vingtaine, trentaine. Les multinationales s'installent avec des degrés divers de capacité de production. Et comme vous l'avez souligné, Claudia, eh bien, la qualité augmente. Ce qui est le cas dans beaucoup de séries, d'ailleurs. Absolument. Oui, parce que c'est vrai que TV5 Monde, on est assez, quand même... Bon, on est assez fiers d'avoir de coproduire de participer à cette série, parce que moi, je pense que ça parle plutôt d'une réalité. Et c'est vrai que même les acteurs, Alain Guicou, le réalisateur, explique bien que lui, il l'a vécu, il l'a vu de ses propres yeux, puisqu'il était propriétaire d'un cybercafé. C'est un autodidacte. Il a commencé avec 3 francs 6 sous, et c'est vrai que maintenant, on l'a accompagné, et ça se voit que c'est mieux produit. Il y a cette facture internationale on sent qu'il y a une réalisation, un directeur photo, donc c'est vraiment réussi. Et même, ils ont réussi à tourner. Moi, c'est ce qu'on nous a... Enfin, voilà, ils vont tourner à la basilique de Yamoussoukro, ce qui n'a jamais été fait. Donc, on voit qu'il y a vraiment une reconnaissance de cette série. Et moi, je suis pas tout à fait vraiment d'accord avec vous, parce qu'il y a plein de séries, même en France, aux États-Unis, ou qui critiquent. Voilà, et quand on voit le succès que ça a, on sent que c'est quand même très réussi. Laura, qu'y a-t-il sur le web, justement, concernant... Justement, si vous êtes amateur de séries africaines, il y a un site qui s'appelle Buzz Africa qui fait pour vous le travail qui va répertorier les meilleures séries africaines. BuzzAfrica.com. Ouais. Donc, on le disait au début de l'émission, souvent on s'inspire de séries américaines. Il y a
An African City. C'est le Sex in the City version africaine. Ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez regarder des épisodes librement sur le web. Et ensuite, vous savez ce que c'est qu'une youtubeuse. Absolument. Voilà. Alors maintenant, on fait des séries et des web-séries, c'est-à-dire des séries qui sont destinées uniquement au web, en faisant appel à ces youtubeuses, puisqu'elles vont amener une forte communauté à suivre la web-série. C'est le cas de Colocation entre filles. Alors, il n'y a rien d'intellectuel dans tout ça, mais c'est amusant. Et là aussi, je vous conseille de jeter un œil à ces web-séries. Et c'est l'occasion de vous dire que les web-séries sont très à la mode, avec des grosses productions, avec plus d'1 million d'euros. C'était le cas de Deep. C'est une série qui met en scène Pierre Frolat, qui est champion d'apnée, avec Caterina Murano, et on met les mêmes moyens que dans des séries télé. Et c'est adapté à votre smartphone, ça dure 10 minutes par épisode. Je vous recommande ces séries-là, qui sont faites pour nous quand on n'a pas beaucoup de temps. Et on va redonner le nom du site, il s'appelle? La série s'appelle Deep. Non, mais le site sur lequel... Pour les séries africaines, c'est buzzafrica.com. Voilà, merci 1000 fois. Donc, vous trouverez évidemment ça. D'ailleurs, vous le découvrez au bas de l'écran. Merci, ma chère Laura. Mobé, à bientôt. Vous le J'étais savez, ravi de vous accueillir. Le bonheur est dans le pré. Absolument. Le nouvel album du rappeur français Orelsan s'intitule La fête est finie. Dans le domaine des variétés, un nombre de sorties absolument colossal actuellement. Dans le cas d'Orelsan, c'est un succès critique, c'est un succès public. Je vous laisse découvrir quelques images de son clip qui s'appelle Tout va bien. C'est une collaboration avec Stromae. Nous en parlerons après. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous centrés, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc Tout va bien, l'album d'Orelsan qui s'appelle La fête est finie. C'est un peu ce qui nous caractérise, mon cher Alain. Hein. La fête est finie. Exactement. Enfin, je parle pour nous, bien sûr. Écoutez, même à nos âges, on peut encore découvrir des choses qui nous font l'effet d'une claque. Et moi, je dois dire que cet album, il m'a fait en effet l'effet d'une claque. J'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas pour qui c'est plus grave. Est-ce que c'est plus grave pour moi ou pour Orelsan qui plaît à un public de nos âges? Bon, mais objectivement, je trouve qu'il y a là quelque chose qui est vraiment une marque de talent. Il y a des ambiances musicales avec des textes qui sont quand même d'excellente facture. C'est une poésie percutante qui parle de la réalité d'aujourd'hui, qui parle évidemment de la réalité de la génération... En plus, il est beau garçon, voilà. il est un peu sulfureux avec, vous savez, les paroles. Alors justement, il y a eu des polémiques autour de ces paroles, mais dès qu'on sort une phrase de son contexte, évidemment que l'on peut dézinguer quelqu'un. Quand on écoute ces textes, on comprend que c'est vraiment de la poésie. Moi, ce qui m'a frappé, c'est évidemment... Je l'ai écouté sans rien savoir de l'album. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait un tel choc. J'ai évidemment pensé à Stromae et j'ai découvert après qu'en effet, il y avait collaboré. Et je dirais, malgré que je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de comparaison, on a dit que Stromae, c'était le nouveau Brel. Si j'ose dire, Orelsan me fait un peu penser à Gainsbourg dans ses textes. Ah, Gainsbourg. Alors, Orelsan, c'est vrai que pour lui, c'est difficile. Hein. Il est rappeur, il a 35 ans. C'est presque l'âge de la retraite. C'est compliqué. Et moi, je suis d'accord avec Alain. C'est-à-dire que j'ai adoré l'album. Et là, je me dis, est-ce que c'est un bon signe pour Orelsan qui, lui, dans tout cet album, explique que la fête est finie, que il est avec la même fille depuis 7 ans, il ne fait plus la fête, il est un peu vieux. Alors, on le prend pour Nekfeu. Nekfeu qui est le rappeur blanc, parce que là aussi, il s'amuse en disant, oui, je fais une musique de noir, parce que c'est vrai que le rap, normalement, c'est plutôt la banlieue. Alors lui, c'est une autre banlieue, et c'est ça qui m'intéresse avec Orelsan. Moi, je connais bien Caen, je connais bien la Normandie, et comme il le dit lui-même, c'est la terre du milieu, la France du milieu. On en a beaucoup parlé aux dernières élections. C'est la classe moyenne, moyennement classe, hein, là, je le cite, et c'est très intéressant, parce que je trouve qu'il a un vrai regard très juste sur une population dont on parle finalement peu. Il a du talent. Et il a beaucoup de talent dans l'écriture.
sulfureux, il a du talent, il est dans l'air du temps, il est jeune, il est beau. Et maintenant, c'est une bonne meuf. Et ça, c'est très drôle parce que c'était sa réponse, justement, parce qu'il a été accusé par les associations féministes d'avoir notamment le terme Marie Trintignant, en référence avec l'affaire Bertrand Cantat et voilà, la mort de Marie Trintignant. Et là, avec Bonne Meuf, il dit je suis une bonne meuf. Et c'est une chanson féministe. Donc là aussi, il a réussi, il a du talent et il montre à tous ceux et celles qui comprennent peut-être pas les textes, si, il est féministe aussi. On peut être rappeur et féministe. Claudia, est-ce qu'il a traversé l'océan? Oui, il a déjà traversé l'océan. Et nous, quand il était venu, je pense que c'est une des premières fois, c'est Corias qui avait fait Corias chez nous, là, au Québec. C'est le rappeur. Tous les jeunes sont en amour avec lui. Et je pense que, si ma mémoire est bonne, c'est Corias qui avait fait la première partie de son spectacle. Par contre, justement, à cause de toute la controverse de 2009, son clip qui s'intitulait « Sale pute » et tout ça, nous, on l'attendait ici avec une brique et un fanal. En fait, pas moi, mais la Fédération des femmes du Québec avait voulu empêcher la tenue de son spectacle en 2012. Par la suite, il est revenu en 2013, donc si bien que ça prouve qu'il a un grand succès chez nous aussi. Jamais autant que Corias, qui est vraiment... C'est très, très similaire, ce qu'ils font. Ils traduisent tous les deux, donc, la réalité oui, des jeunes, mais des moins jeunes, comme on le disait un peu tantôt. C'est brillant, des textes vraiment songés, avec beaucoup de rythme aussi. Pour nous, ça a une très grande valeur au Québec, le travail donc, de ces rappeurs. Est-ce qu'il y a un équivalent en Suisse, Michel? Non, j'étais en train de réfléchir à ça. Non, on n'a pas d'équivalent au niveau de la qualité des textes. Orelsan, d'autant plus, n'a pas forcément besoin, on va dire, de concurrence sur place, parce qu'il est très connu en Suisse, Orelsan. Il a monté une marque de vêtements avec un créateur lausannois, donc il est très souvent sur les rives du lac Léman. Je ne peux pas non plus dire du mal de son album, parce qu'une partie de l'album a été écrite, je l'ai lu dans un chalet en Valais, donc en Suisse. Donc c'est peut-être pour ça. C'est pas très rappeur, le titre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît. J'ai écrit mon album à Gstaad. Vous êtes journaliste, vous pouvez critiquer. C'est une toute petite station. Et puis les rappeurs qu'on a en Suisse... c'est pas le Valais. Non, Gstaad, c'est du côté des Albernes, c'est de l'autre côté, effectivement. Et les rappeurs qu'on a en Suisse, on est plus dans un rap plus black, plus urbain. Je pense à Dimé ou à Slimka ou à Makala. Les Unrock titrait un article cette année en disant 2017 sera l'année du rap suisse. C'est vrai que, cela dit, puisqu'on en parle, il y a vraiment toute une mouvance du rap en Suisse, underground, qui passe pas forcément par les structures, parce qu'aujourd'hui, tout passe par Internet. Donc, ils ont un vrai succès à l'international. Ça marche très bien. Il y en a même un des trois, je crois que c'est Makala qui a été signé sur le label BMG. Donc, ça se passe très bien. Mais Orelsan, je trouve, dans cet album-là, parce que même moi qui suis plutôt extrêmement critique en général face à des musiques qui ne sont pas très mélodiques, le rap en est une, moi j'ai été saisi par ces textes-là, et d'autant plus que Orelsan a cette qualité d'être un acteur dans ses chansons, ce qui lui permet de dire des choses qui sont extraordinairement subversives parfois, ou qui peuvent être sujettes à procès même, avec ce qui s'était passé dans l'album précédent. Mais il faut le prendre comme un acteur. C'est un type qui vient, qui prend un rôle et qui dit quelque chose, et il est totalement crédible là-dedans. Il a une écriture qui est d'une percussion, qui est d'une incision. Oui, c'est de la fiction, hein. C'est ça, il ne faut pas oublier. Le texte, c'est de la pure fiction. Là, moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Et du coup, effectivement, j'ai écouté cet album avec beaucoup d'intérêt. Et quand bien même, on va dire que la musique est on ne peut plus minimaliste, je trouve. Ce sont des ambiances. Ce sont des ambiances. Mais du coup, comme le texte est tellement présent et tellement fort, finalement, le fait que la musique ne soit pas très marquée, très présente, ça rehausse la qualité du texte, qu'on écoute encore plus et on se plonge là-dedans comme si on écoutait un acteur. Pour vous, mon cher Alain, Stromae disparu définitivement ou... Définitivement non. Alors, il dit qu'il a eu un grave problème de santé, notamment après la prise d'un médicament contre le paludisme avant sa tournée en Afrique centrale. On entend parler de lui de temps en temps. Il dit qu'il est vraiment passé par une période difficile. Il est sans doute en train de se reconstruire. Les rares interviews qu'on lit, c'est la musique plus jamais. Voilà. Mais oui, mais en même temps, il a collaboré à cet album. Je pense qu'il... musique plus jamais, il n'a pas dit plus jamais de musique, mais plus jamais devant, sur scène. Ah, on verra. Laissons-le se reconstruire par la participation à ce genre de projet. Je n'en sais pas plus que vous. Moi, j'espère en tout cas qu'il va continuer à être actif dans le domaine musical, parce que c'est quelqu'un de très grand talent.
pas uniquement comme chanteur peut-être, et voilà, qu'il trouve son chemin là aussi. Juste un mot du rap belge, parce que Orelsan... vous êtes spécialiste du rap belge. Ben non, mais il y a vraiment une mouvance. Alors peut-être que 2018 sera l'année du rap suisse, mais pour l'heure, c'est les rappeurs belges. Là, il a justement, Orelsan a travaillé avec Stromae, bon, avec Maître Gims, qui n'est pas belge, mais il a dit qu'il avait envie de travailler avec Damso, voilà. Damso qui cartonne en ce moment, et Romeo Elvis. Je ne sais pas si vous connaissez Romeo Elvis, on en a déjà parlé. Là aussi, c'est le rappeur belge qui monte. Il y a vraiment beaucoup d'artistes, de rappeurs belges en ce moment qui font beaucoup parler d'eux, et Orelsan veut travailler avec eux. Il y a un rappeur québécois qui a fait une parodie, Ganesh 2. En fait, c'est un YouTuber. Il a fait une parodie d'Orelsan avec la chanson basique, là, comme je le disais à Laura tantôt. C'est très, très drôle. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir. Facile, le titre. Facile. Ouais. C'est très bien. Mourant, vraiment. Alors Laura, justement, qu'y a-t-il sur Orelsan sur le web? C'était énorme. C'est l'engouement total d'Orelsan sur le web. Il est présent sur Twitter, sur Facebook. Il est suivi par 1 million de personnes. Donc rien d'étonnant quand il poste le clip basique, le clip qui a fait tant de bruit, qui a été tourné avec un drone en plan séquence. Fantastique. Hein. 1 million de vues en moins de 24 heures, c'est vraiment un record. Je crois qu'on en est à plus de 35 millions ou 40 millions de vues aujourd'hui pour ce clip. Donc c'est incroyable. Et ce que j'ai aimé, je suis allée un peu fouiller sur ses réseaux sociaux, c'est que il se confie, et pourquoi on l'aime tant, nous? Puisqu'il a un rapport transgénérationnel assez incroyable. Il parle beaucoup de sa grand-mère. Dans La fête est finie, il la mentionne, il dit « Mamie, je t'aime ». Et quand on écoute sur Deezer la playlist de sa vie avec les petites interviews, Janine, sa grand-mère, revient tout le temps. Et il se confie, il dit qu'il écoutait Amsterdam petit avec elle. Et voilà, et c'est ce point commun que j'ai avec lui. J'ai aimé cet album, mais ce lien qu'il a avec sa grand-mère fait du bien, parce que je prône le lien transgénérationnel. Vous le savez, sur 300 millions de critiques, avant d'aborder le troisième sujet, on va changer totalement d'univers, parce qu'on va parler de peinture. Nous allons parler donc maintenant du tour du monde de la francophonie, le Zap Culture, que voici comme toutes les semaines. Regardez. Johnny, c'est plus de 1000 chansons, 110 millions d'albums vendus et des spectacles qui restent pour beaucoup mémorables. C'est notre Suisse à nous, le regard que les Africains portent sur la Suisse, comment ils vivent leur Suisse à eux. À 13 ans, on ne met pas de mini-jupe. La nouvelle série Une affaire de mini-jupe interroge avec humour le quotidien de cette première génération de Noirs vivant à Genève. Bruxelles dans le sang, sans pitié pour ses victimes et ses esprits qu'on abîme. Là, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au slam et ça fait toujours plaisir à voir. Des artistes de cirque immergés dans l'univers un tantinet psychédélique de Jérôme Bosch. La jeune fille qui a servi de modèle, c'est l'autre scandale. Dans son atelier, Edgar Degas multiplie sculptures et crayonnés. La première tournée à l'étranger de l'Orchestre métropolitain de Montréal s'achève ici, à Paris, sous les bravos des 24 000 spectateurs de la Philharmonie. Je ne comprends pas, quand les gens commencent les guerres, est-ce qu'ils pensent aux femmes et leurs enfants? Leur pièce raconte le parcours terrible d'un jeune Afghan jusqu'à l'Italie. À partir d'un certain moment, j'ai cessé d'exister. Dans ses romans comme dans la vie, Jean d'Ormesson savait toujours trouver les mots justes pour se définir. Vous savez pourquoi les anges sont si importants? C'est parce qu'ils se prennent à la légère. Je crois que c'est toujours bien de se prendre à la légère. Je disais toujours vivre vite et mourir jeune. Je dis non, mais je suis malade d'avoir dit ça. Voilà pour le Zap Culture, troisième sujet. Nous allons changer totalement de domaine par rapport aux deux sujets que nous avons traités précédemment, puisque nous allons parler de la commémoration du centenaire de la mort d'Edgar Degas, qui est mort en 1917. C'est un des maîtres de l'impressionnisme. Un hommage lui est rendu, c'est tout à fait normal, puisque c'est le musée de l'impressionnisme au musée d'Orsay à Paris, avec une exposition consacrée donc au livre qui s'appelle Degas, danse, dessin, écrit par Paul Valéry, et publié en 1937, donc 20 ans après la mort de Degas, qui est né au tout début donc, du 19e siècle et qui est mort en 1917, à 83 ans, si ma mémoire est bonne. Les deux artistes étaient des amis. Nous allons découvrir quelques images de cette exposition avant de parler de cet artiste majeur qui était un personnage absolument sulfureux. Je vous attends donc demain jeudi, mon cher Valéry, à 7h30. Il y aura un peu de viande, évidemment. C'étaient les SMS de l'époque. Ces messages envoyés par pneumatique témoignent de l'amitié entre Paul Valéry et Edgar Degas, une amitié qui va durer 20 ans et qui va inspirer à l'écrivain cet essai, un livre méconnu qui se focalise sur le Degas dessinateur.
Le dessin, pour lui, c'est la genèse et le trait que l'on pose sur le papier. Celui qui forme les mots, c'est le sien. Celui qui forme les corps, le mouvement, les danseuses, les chevaux, que sais-je encore, c'est celui de Degas. Et donc ça les rassemble. Chapitre après chapitre, l'œuvre de Degas se dévoile, la ligne glisse vers le mouvement, les ballerines prennent vie. Ici, l'une des plus célèbres, la petite danseuse de 14 ans. Avant la sculpture, il y a eu de nombreux croquis. Son trait, en fait, se libère au fur et à mesure qu'il maîtrisait justement le dessin. Il peut se permettre après de faire des très grands formats avec un trait extrêmement moderne qui rappelle presque les expressionnistes du XXe siècle. Cette modernité, elle se manifeste aussi dans le cadrage. Bien avant la photographie que Degas a pratiquée, l'artiste coupe, décentre les formes. Paul Valéry a senti cela en disant notamment que Degas était l'un des rares peintres qui ait donné au sol son importance. C'est magnifique parce que c'est très évocateur et on le voit dans une œuvre comme celle qui est derrière moi. Ce sol semble regarder du dessus et la danseuse, Paul Valéry dit, nous la voyons comme un crabe sur la plage. C'est terriblement poétique et assez drôle également. Le voici Degas, saisi par la caméra du dramaturge Sacha Guitry, une image volée de celui qui voulait être illustre et inconnu. Ma chère Estelle, racontons ce que l'on peut voir. Dans cette exposition, oui. Déjà, on peut s'étonner qu'il y ait une seule exposition pour le centenaire de Degas, puisque c'est vrai que Rodin, on en a beaucoup parlé dans cette émission, qu'il y a eu énormément pas des festivals, mais il y a eu énormément de commémorations autour de Rodin, ce grand sculpteur. Et là, on peut se dire, c'est un petit peu dommage que pour Degas, bon, pour l'instant, il y a cette très belle exposition au musée d'Orsay, mais il va falloir attendre encore l'année prochaine pour avoir une vraie belle exposition rétrospective sur Degas et la danse notamment. Alors là, c'est vrai que cette exposition montre au musée d'Orsay, elle montre vraiment les dessins de Degas. Elle nous rappelle aussi le regard qu'il a eu sur la danse. Un disciple d'Ingres, donc d'abord la ligne. Exactement, avec le mouvement, d'où cette passion pour les danseuses. Je crois que ça a commencé en 1872. Il est rentré dans les coulisses et là, il a été saisi par ce mouvement, cette ligne qu'il a reproduit. Il faisait énormément de dessins. D'ailleurs, Paul Valéry le raconte dans cet essai qu'il consacre à Degas, comment il pouvait dessiner, ce qui peut sembler logique. Et il lui dit, mais qu'est-ce que ça doit être embêtant? Et Degas lui répond, mais non, c'est ça qui est amusant. Et ça aussi, c'est... Alors, pour en revenir à cet essai, si vous l'avez lu, c'est vrai que c'est étonnant de voir comment Paul Valéry, un peu en petit garçon, par rapport à Degas, parce que Degas avait l'air extrêmement... un personnage curieux, enfin, qui pouvait être aussi bien de très bonne humeur et vous accueillir avec beaucoup d'empathie et sinon être absolument odieux. Et Paul Valéry nous raconte ça. Je trouve que l'essai pour ça est très réussi. Après, pour en revenir à ses dessins, à la danse, c'est vrai que Degas a su saisir le mouvement des danseuses, montrer ses coulisses, montrer le travail, montrer tout ce qui était physique, qui avant n'était pas le cas. On montrait la danseuse qui posait juste là. Et là, ce qui est incroyable avec Degas, c'est qu'il saisit cet instant, ce travail. Il met... C'est pas comme avec Toulouse-Lautrec qui est un peu plus dans la côté sensuel de la danseuse. Moi, ce qui me frappe, pour avoir été dans les coulisses aussi de l'Opéra Garnier, j'ai eu cette chance, c'est ce travail des danseuses qui vraiment il rend hommage à ces sportifs de haut niveau. Et on le retrouve alors là d'une manière totalement autre, mais c'est toujours aussi le mouvement et la puissance avec tout ce qu'il a fait autour des chevaux. Voilà, Edgar Degas, donc il faisait partie de cette bande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des grands artistes qui ont fait la gloire de la France, Renoir, Manet et les autres, avec une caractéristique le concernant. Il y a évidemment d'abord cette idée de l'impressionnisme, de la couleur, du mouvement, mais surtout ce qu'on retrouvera dans le cinéma avec Orson Welles, cette idée de la plongée ou de la contre-plongée. C'est-à-dire qu'en général, quand vous regardez le Déjeuner sur l'herbe de Manet, tout est de face. Avec Degas, on a l'impression que parfois, justement, les personnages sont peints de haut, avec une vision donc du cadrage qui est extrêmement moderne. Dernier point, vous allez en parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été pendant très très longtemps un peu mis à l'écart. C'est un personnage extrêmement sulfureux, car cette joyeuse bande jeune, ils s'aimaient tous. Ils avaient tous à peu près les mêmes caractéristiques. C'était des fils de famille, que ce soit Cézanne, fils de famille, Degas, qui était l'héritier d'une branche d'aristocrates, puisque c'était deux gars richissimes. Manet, qui était le fils d'un magistrat, lui aussi propriétaire terrien par sa mère. Donc, c'est tous des bourgeois, ces gens-là. Mais ils se sont empoignés et divisés au moment, évidemment, de l'affaire Dreyfus, qui a été une véritable explosion en France. Et puis, effectivement, Degas avait la dent dure, puisque je crois qu'à propos de Meissonnier, il a dit c'est le géant des nains, où il n'y a strictement rien à dire. Donc, il y avait à la fois cette ambiance
particulière, cette inventivité extraordinaire et en même temps une certaine forme d'acidité. Mon cher Gerlache, j'ai l'impression d'avoir fait un cours au Collège de France. Non, mais c'était tout à fait passionnant ce que vous venez de dire. Il était en effet du grand monde, hein, et c'est ça d'ailleurs qui lui a permis d'où l'aller à l'opéra. Voilà. Et de trouver un premier contrat avec un marchand d'art belge, parce qu'il était ami avec un ministre belge à l'époque. Donc on voit déjà quand même le lien dans une certaine classe sociale, surtout au XIXe siècle. Hélas, ça paraît être un de ces rares liens avec la Belgique, parce que malheureusement, et vous le disiez Estelle, en tout cas, j'ai pu faire des recherches, je n'ai rien vu sur le centenaire de Degas qui se préparait chez nous. On a l'impression que c'est quand même un artiste un peu oublié, peut-être aujourd'hui, même si tout le monde le connaît, mais on n'éprouve pas en tout cas le besoin de le redécouvrir, en tout cas en Belgique, à l'occasion de ce centenaire. C'est sans doute dommage, ça peut encore venir. La Suisse, nombreuses fondations, Gianada, Beilea, est-ce qu'il y a eu des expositions de Degas, des tableaux de Degas? Alors, vous en parlez, effectivement. Je ne suis pas certain qu'il y ait des choses qui soient prévues pour 2017. Il y a eu, par contre, de grandes expositions rétrospectives de Degas à Beilea, chez Gianada, l'un en 2012, l'autre en 2008, à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne aussi. Donc, Degas, voilà, l'œuvre de Degas est bien connue en Suisse. Et c'est une œuvre, oui, moi, que je regrette qu'elle soit peut-être pas aussi plus connue, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant avec Degas, outre toutes les choses que vous avez déjà pu dire, Guillaume, c'est cette évolution. C'est un collectionneur fou aussi. À l'époque, parce qu'il est mort ruiné, mais il a été un moment très riche. Il avait des tableaux de Delacroix, d'Ingres, de tous ses contemporains. Il achetait tout le monde, donc il avait une vue globale de tout le monde. C'était un photographe aussi, ce qu'on des fois on oublie. Et ce côté photographe, moi je trouve, on le retrouve précisément dans ces fameux cadrages, et notamment beaucoup de plongées, quelques contre-plongées, mais beaucoup de plongées, vraiment, quand on pense aux revasseuses, aux blanchisseuses. Il y a ce fameux tableau Place de la Concorde, où vraiment on a l'impression que c'est un instantané photographique qu'il a peint. Et pour l'époque, alors évidemment, quand on regarde ça aujourd'hui en 2017, on se dit oui, bon, et alors? Parce qu'il y a plein de photos autour de nous, et finalement, ces cadrages-là, aujourd'hui, ils font partie du langage contemporain. Mais quand lui faisait ça à la fin du 19e siècle, personne peignait de cette manière-là. Et il a toujours eu ce côté où il était légèrement en marge, parce qu'en même temps, si on l'allie, on le fait rejoindre le mouvement des impressionnistes, il l'était, puis en même temps, il était un petit peu à l'écart, parce qu'il peignait pas à l'extérieur, il n'était pas dans la nature, il voulait peindre en lumière artificielle, pas en lumière naturelle, il faisait pas poser ses modèles, il travaillait dans un atelier avec une grande mémoire, effectivement, avec beaucoup de croquis qui étaient faits auparavant, sur conseil d'Ingres, qu'il admirait beaucoup, et c'était le seul conseil, je crois, qu'il lui avait donné, faites des lignes, continuez à faire des lignes tout le temps, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait toute sa vie, et c'est ce qui permettait de le faire. Et puis, ce que je trouve formidable, vraiment, chez Degas, c'est l'évolution qu'il y a eu. Il a commencé en étant presque un peintre pas mal autodidacte, donc il a commencé en étant presque un peintre très classique, il était en Italie, après il y a un côté un peu historique dans son œuvre, après il y a eu ce côté impressionnisme réaliste, et puis sur la fin de sa carrière, alors ce qu'on ne voit pas tellement à Orsay parce qu'on est plus dans les dessins, mais sur la fin de sa carrière, il est tellement dans la couleur que ça devient presque, alors presque, ça reste du figuratif, mais on commence presque à voir poindre de la peinture abstraite, et quand on regarde tout ça sur une carrière, moi je trouve que ce type, effectivement, qu'on associe souvent simplement aux danseuses, et c'est vrai, mais il y a eu les chevaux avant, il y a eu les danseuses, il y a eu toutes ces peintures sociales. L'absinthe, c'est une peinture absolument remarquable. Le regard perdu de cette femme, vous allez au musée d'Orsay, vous regardez l'absinthe, une femme avec une coiffe, etc., avec une robe un peu vaporeuse, et donc il y a une sorte de regard perdu au-dessus du verre qu'elle est en train d'absorber. Et donc, Claudia. En 2012, nous, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a reçu la statue, vraiment la petite danse. Hein, c'est ça, et ça avait fait vraiment... Qui était belge, le modèle était belge. Hein. Marie Van Goethen. Voilà. Ça avait fait beaucoup parler. Les petites filles de l'École supérieure de ballet de Montréal étaient présentes, elles avaient assisté à ce dévoilement. Moi, j'ai découvert un peu plus l'œuvre de Degas et l'impact qu'il a eu, notamment en lisant La petite danseuse de 14 ans de Camille Laurence. Donc, elle vient de faire sortir, ça fait quelques mois là, que c'est sorti, ce livre-là. Je pense que c'est chez Stock ou POL. Et c'est vraiment une description très intéressante de cet impact de Degas, mais aussi de la façon dont il a été accueilli à Paris quand son expo a été présentée. Ça a fait jaser. Je veux dire, tout le monde a trouvé que la petite fille de 14 ans, Marie Van Goethen, justement, était hideuse. On l'a trouvée laide. On a crié au scandale. Comment est-ce qu'on peut faire la démonstration d'une telle laideur quand on est un artiste comme Degas? Et pourtant, moi, ce que je trouve bien avec le recul aujourd'hui, dans une société qui est marquée par le culte
toutes les apparences. Moi, je trouve ça plutôt bien, justement, qu'on montre le réalisme, la réalité derrière cette petite qui avait un passé, qui a eu un vécu horrible. Et c'était la vérité qu'on démontrait. C'était les vrais traits de son corps, de son visage. Une petite fille qui a bûché fort, qui était petit rat à l'opéra et qui ne l'avait pas facile, sa vie. Moi, j'ai adoré donc cet essai, mais j'adore aussi l'histoire, les coulisses de la vie de Degas. Voilà, ces coulisses qui faisaient de ce personnage sulfureux, justement, enfin, qui a fait de ce personnage sulfureux, eh bien, qu'on l'a mis un petit peu en arrière par rapport à Renoir, Monet et beaucoup d'autres qui étaient évidemment beaucoup plus, acceptés par la société, puisque Degas, je le rappelais, était quand même furieusement antisémite, anti-Dreyfusard, et que ça a été extrêmement compliqué pendant des années. Il y a énormément, Claudia vient de le dire, de publications sur Degas aujourd'hui, parce que comme tous les sulfureux, avec le décalage par rapport aux autres, on le redécouvre après, on oublie le personnage qu'il a été, avec une famille curieuse entre la Nouvelle-Orléans et Naples, et on essaye de découvrir tout ce qu'il a inventé. Je vous dis, vous mettez les Degas et vous regardez par exemple Citizen Kane d'Orson Welles, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de plans qui, semble-t-il, n'ont pas été inspirés directement à Orson Welles, mais qui sont assez similaires. Dans le rapport avec la littérature, Paul Valéry, c'est une vieille histoire de ces peintres du 19e siècle. Vous savez que Mallarmé était fou de peinture, que évidemment Baudelaire a beaucoup écrit au début de la carrière de Manet, on vient de voir un film de Daniel Thompson récemment sur les relations entre Zola et notre ami Cézanne. Donc le lien peintre-écrivain est un lien qui est aussi vieux que la gloire de cette histoire de la peinture. Laura, qu'est-ce qu'on trouve sur le web? Mais justement, on commémore Degas sur le web, à défaut de le commémorer dans les musées et dans les expositions. Si vous êtes curieux, allez sur le site Pinterest. Pinterest, on le rappelle, c'est un réseau social sur lequel on épingle des images. Il n'y a quasiment que des images. C'est très populaire aux États-Unis, un tout petit peu moins chez nous. Vous mettez le hashtag Degas danseuse, Degas sculpture. Et là, mais c'est la plus grande exposition qui s'offre à vous. C'est magnifique. On retrouve des toiles connues, moins connues. Et pour faire plaisir à Michel qui parlait de Degas photographe, il y a un site qui s'appelle laboîteverte.fr et qui rend hommage à Degas photographe. Où on voit les photos des danseuses, justement, prises par en haut, et la photo avant et le tableau qu'il a fait par la suite. Il y a même des nus de Degas qui sont pris, enfin des photos de nus qui donnent naissance à des tableaux magnifiques, des scènes de famille. Vous parliez de sa famille. Là aussi, on retrouve toutes ces photos-là. Donc le web rend hommage à Degas et s'indigne aussi qu'il n'y ait pas assez d'expositions cette année. Voilà, je crois qu'il existe même quelques images filmées de Degas par Sacha Guitry, car vous savez que Sacha Guitry, à un moment, a voulu faire une sorte de bibliothèque des images des grandes gloires qui furent ses aînés. Il y a des images de Monet, par exemple, et Degas ne voulait pas, mais il a réussi à lui chipper donc quelques images qui permettent de voir ce personnage avec une grande barbe, avec un grand front et des cheveux châtains. Avant de nous quitter, vos coups de cœur de la semaine, qui évidemment sont des coups de cœur qui proviennent de nos amis du monde entier. On va commencer par vous, mon cher Alain, au hasard. Eh bien, un nouveau musée qui vient d'ouvrir en Belgique, il s'appelle le musée L comme Louvain-la-Neuve. C'est le premier véritable musée universitaire en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un partenariat public-privé-mécénat, mais surtout qu'on y trouve plein de choses très diverses, des peintures, des sculptures, des œuvres à tonalité plus ethnographique, scientifique, etc. C'est un musée universel et c'est une expérience qui est assez intéressante de voir qu'une université veut, comme cela, développer un musée pour s'ouvrir au grand public. Laure. Si vous êtes amateur d'art, et c'est le cas, une application Magnus. Magnus, c'est le Shazam de l'art. Donc, il y a plus de 10 millions de références sur cette application. Vous prenez en photo l'œuvre qui est devant vous, qu'elle soit en tableau ou même sur le web ou à la télévision. On vous donne l'origine de l'œuvre, bien sûr, l'artiste et l'histoire de cette œuvre. C'est absolument génial. Et en plus, c'est gratuit. Magnus. Magnus, donc... Estelle. Un coup de cœur musical, elle s'appelle Christelle, elle vient de Madagascar, c'est une rockeuse et elle forme un groupe avec son frère et son mari, qui est devenu son mari en intégrant le groupe. Donc voilà, elle vient de sortir un mini-album, elle est en France pour faire découvrir sa musique, elle a une énergie incroyable, elle s'appelle Christelle, donc allez l'écouter pour l'instant en streaming parce que voilà, c'est un peu compliqué pour les artistes malgaches. Claudia.
Et moi, je serai coquine parce que c'est une BD érotique dont je vous parle, Extase de Jean-Louis Tripp, dont la BD a été lancée au Québec, entre autres. Elle a été lancée au Québec au bar L'Orage, qui est un bar échangiste. Alors, voyez un peu l'aura autour de cette bande dessinée-là. C'est très, très bon, très sulfureux aussi. Tripp du Magasin Général? Jean-Louis Tripp du Magasin Général, voilà, inspiré par le Québec. D'accord. Michel. Un livre, un beau livre comme coup de cœur. Cette semaine, on le doit à Ariane Laroux, l'artiste. Le livre s'intitule Daniel Divonne, la gravure contemporaine. C'est paru aux éditions de l'Âge d'Homme. Ça a été écrit à l'occasion des 50 ans précisément du Centre Genevois de la gravure contemporaine. C'est un livre magnifique, richement illustré et qui fait la part belle à de nombreuses anecdotes d'artistes. On y retrouve Alechinsky, Picasso, Ernst Armleder notamment. Noël approche, c'est vraiment un ouvrage de qualité que je vous recommande. Voilà, si vous allez aux ateliers Berthier en ce moment, vous découvrez donc l'adaptation théâtrale du film Festen, qui est une merveille absolue. Cyril Tels est à l'origine donc de cette mise en scène qui est remarquée par toutes les critiques. Et puisque nous sommes à la Défense, on vous l'a dit au début, au sommet de la Défense où il y a un espace photographique, et vous voyez les photos donc qui sont derrière nous, il s'agit d'Eugene Richards. Eugene Richards donc est un grand photographe américain qui a plongé donc son objectif dans l'univers, il faut bien le dire, de la délinquance, de la drogue, de la cocaïne, des rapports entre les communautés et les flics. Vous trouverez donc cette magnifique exposition, au milieu de laquelle nous sommes installés et qui donne vraiment un rapport très exact de ce que peut être la violence dans un pays comme l'Amérique. On a l'impression à chaque fois de présenter comme un pays aseptisé, on en est très très loin. Il s'appelle donc Eugene Richards et c'est jusqu'au 10 janvier 2018. Voilà, c'est entièrement, ce sont des images qui sont entièrement des images en noir et blanc. Merci à tous. Préparez vos cadeaux de Noël car ça va être bientôt. Vous avez une petite idée, Alain, de ce que vous allez, oui, mais je vous en parlerai dans une prochaine émission. De ce que vous allez vous offrir. Oui. Vous avez une envie? Oui, mais je vous en parlerai dans une prochaine émission. Teasing. Merci mille fois. Nous étions ravis, comme toutes les semaines, donc, de vous retrouver. 300 millions de critiques, l'actualité culturelle francophone. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao et bonne semaine. Kasitrahana tsy lavina tiany fa saritiavina lasany kafangany sainy to lasa mba miany izy tara tamiko izy variana tamiko